Salut YouTube. Alors, on démarre un peu à la bourse ce matin. Je me suis lancé, j'ai été obligé d'arrêter le stream parce que j'ai un de mes clients qui a eu un pépin. Il a fallu que je lui donne un petit coup de main en urgence, donc j'ai stoppé le stream. J'ai stoppé malheureusement le stream pour lui filer un coup de main. Ça fait partie des services que je trouve normal. C'est la gestion des priorités. Et à un moment, faut pas déconner. Quand on a un client qui est dans la merde, on l'aide. Sinon, donc la semaine s'est bien passée. J'ai fait les annonces et tout ça. On va charger tout ce qu'il faut. On remet un petit peu de musique quand même. On va pas déconner. Un petit peu bas, un petit peu plus bas là. Hop, voilà. Alors, les nouvelles. Sinon, donc lundi, on a bien avancé sur le développement. On va continuer aujourd'hui. Je sais pas si on va attaquer l'aspect graphique aujourd'hui, l'aspect intégration. C'est ce que j'appelle l'intégration, hein. C'est-à-dire, on va mettre de la tech au cul de notre code métier. Je sais pas si on va commencer maintenant parce qu'on a encore pas mal de règles de gameplay à mettre en place d'un point de vue logique. Donc on va le faire après. Par contre, la bonne nouvelle aussi que j'ai vue, c'est qu'on a atteint un palier au niveau de Twitch qui fait qu'on est affilié. On est affilié Twitch. Et donc ça a débloqué pas mal de trucs, je connaissais pas, hein. Ils sont trop forts chez Twitch, en fait, ils font tout un ensemble de points, enfin de progression en tant que streamer, autant pour les viewers du stream et autant pour le streamer, il y a une espèce de système de progression, grosso modo. Plus tu as, plus tu montes en gamme en termes de visibilité, de nombre de vues, de viewers en continu, machin, et bah plus tu as de la fonctionnalité qui s'active en tant que streamer. C'est vachement intéressant. Franchement, d'un point de vue produit, c'est super sympa parce que ça te donne envie. Ça te donne envie, en fait, naturellement, de vouloir en faire plus, en fait. C'est vraiment rigolo. Et donc, ce qui est intéressant avec le système d'affiliation, même si pour le moment, je m'en fous un peu, mais qui sait plus tard, ça pourrait être intéressant, c'est que on peut faire plein d'icônes rigolotes. Donc là, j'ai changé l'icône par défaut. J'ai fait un petit burger hier. J'ai créé une petite icône. Normalement, vous avez un burger à la place d'un petit cadeau ou je sais pas quoi. Donc vous allez recevoir des petits burgers au fur et à mesure que vous regardez le stream. Et puis derrière, ça enclenche des actions. Et puis pareil, vous pouvez vous abonner à mon stream. On peut mettre de la pub, on peut faire machin. Enfin, grosso modo, je pourrais avoir du revenu avec ça. Mais comme j'ai dit, pour le moment, le stream et les vidéos YouTube, là, la VOD et tout ça, je compte pas faire de pognon avec pour le moment. C'est pas mon délire. Ah, mythe, si ça se fait, ça se fera naturellement, mais je veux pas courir avec, quoi. Je veux pas courir après. Pour moi, on est dans le partage. Donc, mais c'est cool de voir qu'en fait, on a fait, en termes de vues, en termes de machin, on fait quasiment plus de vues, d'heures de vues, en fait, d'audience, hein, c'est ce que j'appelle l'audience, c'est la quantité de personnes qui regardent, c'est le nombre d'heures totales vues. En fait, on a dépassé les vues YouTube côté Twitch. En fait, Twitch est beaucoup plus regardé que les vidéos YouTube. Donc c'est rigolo de voir ça. Allez, on va démarrer notre session de dev. Alors, faut que j'ai des fichiers partout. J'en ai partout. Le repo. RFC. Ça, on s'en fout, on peut le mettre là. On met le code ici. Ça, c'est bon. Ça. On va
va faire un npm run test. Ok. Donc là j'ai tout. Ah par contre j'ai pas dit où est-ce que j'en étais. J'ai pas mis du skip. Il me semblait. Ça c'est pas grave, on verra après. On bascule l'écran. Voilà. Et on est prêt pour attaquer. On va boire un petit coup. Alors, on s'en était arrêté la dernière fois. On avait des histoires de lobby. Ouais, on avait un système de loop. On avait un système de loop, en fait, côté serveur. Et on envoyait... Donc, on définissait qu'on avait un composant loopable, en fait, qui a été affecté au match. Et donc, ça permet, en fait, de gérer un événement de type new loop. Oh merde, mais oh. Ouais, c'est pas grave, t'as pas loupé grand chose, t'inquiète. T'as pas loupé grand chose, je viens juste de démarrer et j'ai juste fait un petit point avant. J'ai fait un petit point de pourquoi j'étais à la bourre et une petite nouvelle rigolote, c'est que ça y est, je suis affilié Twitch. Et donc ça m'a activé plein de features Twitch et j'ai trouvé ça hyper rigolo. Le système de progression Twitch, en fait, plus tu as de viewers, plus les viewers vont gagner des points, plus ils vont te faire gagner des points, et grosso modo, même le streamer a un système de progression. Dans stream, c'est hyper rigolo. Grosso modo, c'est un peu comme les systèmes de jeu, en fait, ça pousse un peu à l'addiction. C'est vraiment rigolo. Dans le sens positif, c'est dans le sens positif et dans le sens négatif, en fait, je pense. Mais c'est surprenant, en fait. Je pensais pas qu'ils étaient allés aussi loin au niveau de Twitch. En termes de fonctionnalité et tout ça, c'est vraiment sympa, quoi. Et donc pour fêter ça, j'ai changé l'icône, en fait, le petit système de récompense. J'ai créé un petit burger au niveau du chat, là, normalement, à la place des points de chaîne. On a des burgers. Je me suis fait chier à faire une petite icône hier. Une petite icône de burger. Et j'ai rajouté des événements. Il y a les événements par défaut au niveau du chat. Et vous avez un événement... Deux événements en plus. Un événement quand vous trouvez que je parle trop et que j'ai besoin de boire un coup. Et puis un événement quand vous voyez que je suis un peu claqué pour que je puisse m'étirer un moment. Si jamais j'oublie. Après on verra. Et ce qui sera rigolo, c'est qu'on va peut-être faire des... On fera peut-être justement de la gestion du développement du jeu. On va peut-être utiliser des mécaniques de Twitch. Par exemple, pour dire quelle feature on va faire la prochaine fois, pour essayer de mettre pour que les gens puissent limite voter, en fait, entre deux features, et ils pourront balancer des points d'un côté ou de l'autre. Enfin, j'ai vu, on peut faire des espèces de challenge comme ça pourrait être rigolo. Et donc là, on attaque. Et donc, je disais, on avait l'événement New Loop. On avait l'événement New Loop, et l'idée, c'est qu'on crée le composant, l'entité Loop, en fait, qui puisse émettre... Il faut qu'on voie un peu comment ça fonctionne, mais il faudrait qu'on puisse être capable d'avoir un... Ou alors, il faut peut-être faire un loop système, grosso modo, qui soit capable d'exécuter... d'envoyer un événement de type new loop, en fait. Le truc, c'est que le pattern du système, je ne le connais pas. J'arrive pas à faire la différence entre une entité et un système, en fait. C'est ça qui me... On va peut-être faire une petite recherche un petit peu
entity component system. J'aimerais bien essayer de comprendre. Ouais, bah c'est ça en fait. Bah, par exemple, notre événement, notre gestionnaire d'événements, c'est un event, game event. En fait, le game event, ça c'est un système, en fait. C'est ce qu'ils appellent un système, et grosso modo, on veut essayer de choper quelque chose qui a... Faut que je comprenne un peu. Mais grosso modo, ce qu'il faudrait... Ouais, en fait, là, en fait, par exemple, sur les entités, j'ai mis on-game event directement sur l'entité, et en fait, je devrais faire quelque chose qui réagit sur un événement, en fait, un event system, et donc un eventable, un composant eventable, éventuellement, quelque chose comme ça. Et donc, je pourrais faire, grosso modo, quelque chose de type, voilà, quand il y a un événement, bah, envoie l'événement à toutes les entités qui ont comme composant eventable, pour pouvoir faire du on-game event, justement, et éventuellement faire un filtre sur les classes. Faire un filtre sur les classes et éventuellement faire un filtre, là, côté serveur, on avait vu qu'il y avait des cas, sur la destination... ou le destination ID, enfin voilà, il y avait des conditions sur le fait de donner un event ou pas. Donc ça c'est ce qu'ils... Ouais, alors c'est... Grosso modo, c'est quelque chose qui tourne, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est quelque chose qui tourne en continu. Donc quand le truc est instancié, voilà, le truc il tourne en continu et il va générer des actions, il va générer, il va appeler des méthodes de composants sur les entités qui ont le composant en fait, qui ont le composant affecté et éventuellement sous d'autres conditions en fait. C'est un peu ce délire là. Donc c'est assez intéressant et donc pour moi la loupe là, en fait, j'ai l'impression que quasiment tout, en fonction de notre état d'esprit, tout pourrait être une entité ou un composant ou un système. C'est à nous de définir si on veut que ce soit un système, un composant ou une entité. Donc ils disent qu'il y a une entité qui peut avoir un ID. Attends. Éventuellement, est-ce que on se lirait pas, est-ce qu'on se lirait pas pour s'ouvrir les chakras la définition de l'ECS sur Wikipédia, hein, on n'est pas trop gogol. On va essayer de s'ouvrir le chakra. Donc, au lieu de raconter des conneries. Alors, l'ECS, c'est un pattern d'architecture. Donc, qui dit pattern d'architecture dit que c'est optionnel. Dit que c'est optionnel et donc on n'est pas obligé de le suivre. C'est une façon de concevoir les choses. Donc on peut concevoir les choses de manière totalement différente. Et on peut faire de la merde en barre. Ça, c'est mon style. Donc, l'ECS se base sur la notion de composition au lieu de à la place de l'héritage. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est-à-dire que nous, on affecte des... Quand on crée des composants et des entités, on essaie de composer nos entités et de composer nos composants avec des systèmes d'interface ou des classes ou des choses comme ça. On veut éviter de faire de l'héritage de classe. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, en utilisant le système de composition, on peut ajouter des composants sur une entité, ce qui nous permet d'être très... de ce que je comprends, d'être très flexible quand on va vouloir après générer des événements sur une entité, en fait.
En fait, il suffit d'équiper l'entité d'un composant pour que le use case puisse s'appliquer dessus. Donc une fois qu'on aura notre système qui sera plutôt complet, quand notre gameplay, tout notre code va être assez complet, qu'on va vouloir... Salut Slardef. Et qu'on va vouloir ajouter du gameplay ou créer des composants supplémentaires. Par exemple, on a défini qu'il y avait des armes dans le jeu, par exemple. Il y a des armes. Créer une arme supplémentaire et lui donner des propriétés légèrement différentes d'une arme classique, ça reste une arme, en fait. Et donc, c'est là où on se rend compte de la puissance de l'ECS, c'est qu'on va pouvoir créer des composants supplémentaires de jeu très rapidement. Donc en fait, ça va être dur au début, le temps de comprendre. En fait, t'as les deux Slordef. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que j'ai vu du tuto, on affecte un composant à une entité, mais le composant, en l'ajoutant à l'entité, normalement, le composant a la référence de l'entité. Donc il peut interagir avec l'entité elle-même, et donc il y a une espèce de référence circulaire, en fait. Il faut voir ça un peu comme ça. C'est-à-dire que le composant est ajouté dans un tableau, enfin dans une collection de composants sur l'entité. Donc l'entité a des composants. Et ça nous permet d'accéder aux composants pour faire l'appel des méthodes liées à ce composant. Et en même temps, quand tu ajoutes le composant à l'entité, le composant, il a l'entité comme référence, en fait, comme pointeur. Et donc, ça te permet d'accéder aux propriétés et aux méthodes publiques de l'entité. C'est comme ça que je le conçois. Et donc, ça te permet de transformer. Le composant va pouvoir lui-même transformer l'entité, en fait. C'est comme ça que je comprends. L'ajout du composant se gère au niveau de l'entité, en fait. L'entité a elle-même en création, tu peux dire, l'entité a un add component. C'est ce qu'on a défini, hein, c'est ce qu'on a, par exemple. Je te montre vite fait, que je te raconte pas des conneries. Là, par exemple, j'ai mon main menu. Mon main menu, en fait, il a une méthode de création, et c'est limite, l'entité devrait avoir qu'un ID, en fait, en termes de propriété, et il a juste la méthode d'ajout de composants, et donc le create pourrait être un composant de type lifecycle, c'est-à-dire que est-ce que l'entité a un lifecycle, et donc on pourrait donc accéder au composant lifecycle des entités, et faire appel à la méthode create spécifique à chaque type d'entité. Enfin, il y a tout un délire comme ça, de ce que je comprends, hein. Je veux pas raconter n'importe quoi. Mais grosso modo, ça peut être les méthodes, la méthode create spécifique aux composants lifecycle du même menu. En fait, ce qui fait qu'au début, bien entendu, c'est casse-couille, puisqu'en fait, tu vas te faire chier à créer chaque petit composant, chaque petit machin, et les composants abstraits, les composants concrets que tu vas vouloir créer pour chaque type d'entité, en fait, parce que le comportement du create du main menu, c'est pas le même comportement du create, par exemple, du player. Tu vois, tu vas pas mettre les mêmes choses dedans. Donc tu vas faire des contrats d'interface pour être sûr de ne pas oublier la construction, enfin les méthodes obligatoires, etc. Mais par contre, tu alimentes ta bibliothèque de plein de composants, de plein de capacités dans ton jeu. Et demain, tu pourras réutiliser des composants sur de nouvelles entités pour ajouter du comportement identique. Et donc, c'est là où je disais, par exemple, demain, tu pourrais créer une arme. Au début, on fait une arme, tu sais même pas ce qu'elle fait, l'arme. Enfin, l'arme, elle fait des dégâts basiques. Et demain, tu vas subdiviser cette arme générique en deux armes possibles. La mitrailleuse et la Gatling laser, tu vois. Donc, potentiellement, il y a du comportement qui va être légèrement différent entre ces deux armes. Donc, par exemple, la quantité de dégâts, la cadence de tir, le type de balle, le type de munitions, patati patata. Mais ça reste des armes, en fait. Et les armes, grosso modo, tu tires et ça va te générer des projectiles. Et donc, ça va générer des composants de type projectile. Sauf que chaque arme va peut-être te créer des projectiles différents qui vont avoir une vélocité différente, des dégâts différents, des caractéristiques de munitions différentes, etc. Si tu veux vraiment rentrer à ce point-là dans le CS, tu vois.
Ça, c'est comment tu veux faire ton game design, en fait. Est-ce que chaque balle va être une entité dans le jeu, ou est-ce que tu te dis, bon, bah, quand je tire, ça va faire comme un rayon laser, et grosso modo, si ça touche quelque chose, si c'est dans la bonne direction que ça touche, c'est ok, quoi. Et donc, plus tu vas être précis dans ton ECS, plus tu vas pouvoir mettre en place des mécaniques de game design intéressantes. Et c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Au début, on va faire des trucs hyper basiques, et au fur et à mesure, on va essayer de rajouter du gameplay pour enrichir le merdier. Donc ils disent que la composition sur l'héritage, donc ce principe-là autorise une meilleure flexibilité donc sur la manière dont on veut définir les entités. Ouais. Ouais, je vois. En fait, le matériel, enfin, c'est ce qu'ils disent, en fait, tout est une entité, en fait. Tout ce qui est dans la scène est une entité. Donc, un ennemi, une balle, un véhicule, une fenêtre, un doigt, tout ce que tu veux, en fait. Une canette. Et donc, quand tu définis une entité dans ton gameplay, tu vas dire, OK, cette entité-là, de quoi je veux la composer? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est buvable? Est-ce que c'est un soin soignable? Est-ce que c'est sûr, mais ça permet de ne pas instancier une entité par type d'acteur à part entière. Je vois pas ce que tu veux dire, Slordef, par rapport à ça. J'ai du mal à comprendre. Si tu peux préciser, ça m'intéresse, hein, parce que on n'est pas à l'abri de faire de la merde en barre, hein, donc tant qu'on en est au début, autant essayer de faire les choses bien, tu vois. Puis on a le temps. Ok, donc là, ce que je comprends aussi, si tu écris, hein, je te reprendrai après. Ce que je comprends aussi, et ça c'est intéressant de comprendre ça, c'est que chaque entité est basée sur un ou plusieurs composants. Ok, ça c'est ce qu'on a dit. Le composant peut contenir de la donnée. Donc potentiellement, c'est pas l'entité qui va avoir de la donnée en elle-même, mais les composants qui la composent, justement. Donc ça va être intéressant, il va falloir qu'on se pose la question là-dessus. Et aussi, le comportement d'une entité peut être changé donc, au runtime par les systèmes qui peuvent ajouter, retirer ou modifier les composants. Ça, c'est intéressant. Donc, par rapport au jeu de tir, la balle est souvent représentée par un matériel appliqué sur une trace directement gérée par l'arme. Pour éviter d'instancier un acteur entier qui serait... Oui, d'accord, oui, je vois. En fait, tout dépend à quel point comment dire, le tir de l'arme, grosso modo, comment toi, en tant que game designer, en tant que... voilà, par rapport à ton gameplay, comment tu vois, à quel point tu veux mettre du gameplay au niveau des tirs d'armes, en fait. Par exemple, ouais, je sais que t'as des quand tu veux mettre en place de la physique ou des choses comme ça, tu peux te dire que une balle, par exemple, elle doit être tirée en cloche, en fait, pour émuler le comportement d'une balle réelle. Les balles, on sait, quand tu t'intéresses un peu aux armes à feu, vite fait, tu sais qu'une balle ne va jamais droit, en fait. Ça part jamais droit parce que la balle perd de sa vélocité dans le temps, elle perd de son énergie et donc elle se pète la gueule. Bah en fait, mais ça dépend, mais parce que imaginons tu fais un jeu de tir en 2D, genre, tu sais le jeu sur Nintendo à la con avec le clébard, le tir au canard, tu vois. Imaginons tu fais un jeu de tir, c'est ton jeu, il est en 3, il est en 2D, il émule de la fausse 3D, tu sais, il émule une fausse perspective, c'est-à-dire que tu n'as pas la hauteur, mais tu as par exemple la profondeur de champ,
et gauche-droite. Tu vois, t'as une perspective, t'es fixe en fait, tu ne bouges pas, et donc t'as des canards. Et donc, en fonction que le canard est visuellement dans la perspective plus ou moins loin, tu pourrais émuler au niveau du tir la courbe, en fait, la vélocité de la balle, et dire bah, est-ce que tu peux toucher ou pas toucher le canard en fonction de sa distance. Et ça, c'est facile parce que après, une fois que tu connais les règles de la physique, enfin, tu définis des règles de physique dans ton jeu qui vont générer de la comment dire, à la fois la profondeur de champ du canard qui va se balader sur ton champ, et en même temps, là, quand tu vas tirer la balle, tu sais être capable de calculer normalement la distance entre toi et le canard, enfin, entre le fusil et le canard, et la vitesse de la balle en sortie de canon, grosso merdo, et donc tu appliques, si tu as envie d'appliquer les règles d'une physique réaliste, tu peux... Enfin, la trajectoire d'une balle, en fait, elle a été étudiée, et donc on connaît les... comme on dit... on connaît les formules, en fait. On connaît les formules énergétiques qui définissent la trajectoire d'une balle, en fait. En fonction de son poids, sa vélocité, machin... Ah, je connais un petit peu, si vous voulez, j'ai mon beau-père qui est c'est un ancien flic, de Belgique, et donc bah, qui dit ancien flic dit souvent stand de tir, en fait. Et donc t'as le beau-père qui m'amène au stand de tir et qui m'explique un peu comment ça marche, quoi. Pour ceux, j'aime pas les armes à feu dans le sens tirer sur les gens, tu vois, mais franchement le tir sportif, pardon, c'est super intéressant. C'est comme le tir à l'arc. Moi personnellement, je préfère le tir à l'arc, mais même tirer au flingue sur une cible et tout ça, pas obligé de pas obligé de tirer avec du calibre 12, quoi. On peut tirer avec des petites balles. C'est super intéressant, quoi. Le tir sportif, c'est vachement agréable. C'est ça, exactement. T'as le vent, est-ce que aussi, en plus du vent, est-ce que par exemple, t'as un arbre? Si t'as un arbre à côté, est-ce que t'as un impact? Enfin voilà, tu peux faire énormément, de choses. Ah, c'est surprenant ce Lordef au début quand tu tires à l'arme à feu, et puis ça dépend de l'arme en fait. En fait, t'as des petits pistolets de tir sportif en fait. Où la munition, ça s'appelle du 22 long rifle. En fait, c'est des toutes petites balles. C'est vrai, puis ça coûte pas très cher. C'est très bien pour faire du tir sportif. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que toutes les munitions peuvent tuer. Même, tu vois, le tir à l'arc, tu peux tuer les gens. Donc, il y a des règles de sécurité à avoir. Tu vois, tu as une arme entre les mains. Tu vois, faut comprendre. Il y a même un pistolet à billes mal utilisé. Ça tue, quoi, si tu veux. Donc, il y a un moment, faut faire gaffe, quoi. Mais c'est super, c'est surprenant, quoi, en fait. C'est super intéressant de comprendre ces choses-là. Après, qu'on aime les armes, qu'on n'aime pas les armes et tout, bah voilà, restez sain, faites pas n'importe quoi, tu vois. Je fais pas l'apologie des armes. Je dis juste que pour le tir sportif, c'est super intéressant quand tu vois, par exemple, les mecs en ski de fond qui font, tu sais, qui font la course pendant une demi-heure, qu'ils ont le sang, ils sont au taquet, et en même temps, ils doivent se poser à terre pour tirer à la carabine à une distance de je sais pas combien de mètres, et qu'ils doivent mettre le truc dans le mille. Tu te dis, c'est un sport, quoi. Enfin voilà. Alors par contre, de ce que je comprends là, si on lit bien, ce sont les systèmes qui ajoutent, retirent ou modifient les composants. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant en fait. Moi, je pensais que c'était les entités elles-mêmes qui se modifiaient, ou les composants eux-mêmes qui enclenchaient du comportement sur l'entité. Donc c'est intéressant de voir que potentiellement, ça serait les systèmes qui feraient les modifications. Je pense que ça peut être tout le monde, en fait. Après, il faut voir quelles sont les bonnes pratiques de l'ECS en termes d'affectation de composants. Qui fait quoi? Parce que je pense que si on en fait un peu partout, de l'affectation de composants, ça peut être source à emmerde, je pense.
Parce que ce que je me dis aussi, c'est sur la création des entités. Aujourd'hui, la création des entités, ce sont les entités elles-mêmes qui les créent, je crois, ou ce sont les composants, je sais plus, là, dans le système actuel. Demain, je pense que ça serait bien que ce soit les systèmes. Ouais, c'est ce que je pense aussi, Slordef. En fait, l'entité pourrait elle-même le faire parce que l'entité a elle-même, on a les méthodes qui sont définies au niveau de l'entité. Le truc, c'est que de ce que je comprends, l'entité, elle a ses méthodes publiques d'ajout, ajout, modification, remplacement de composants. Ok. Mais par contre, ça ne doit pas être au niveau de l'entité qu'on fait ça. C'est pas l'entité elle-même qui doit avoir la responsabilité de faire appel à ses propres méthodes. Éventuellement, je dirais peut-être au niveau du constructeur, par exemple pour les méthodes, pour les composants par défaut, le composant que tu veux faire à la création, de dire par exemple que l'entité, elle a deux bases quoi qu'il arrive, elle a le life cycle en fait. Une entité a un cycle de vie dans tout ECS, on se dit de base l'entité, elle a le composant cycle de vie. Et donc, elle a les méthodes de type create, delete, update, tout ce que tu veux. Et donc, on pourrait après, il y aurait un système, il y a un système sur événement du système. Le système, lui, va interagir avec le composant lifecycle des entités qu'il veut pour leur faire des ajouts de composants supplémentaires ou des choses comme ça. Un truc dans ce goût-là, en fait. Enfin voilà, faut qu'on réfléchisse à tout ça. De toute façon, si on fait de la merde, on a tous nos tests en fait sont en place et donc ça serait du redesign un peu de tout ce merdier. Et je pense qu'on fera beaucoup d'erreurs. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, si on reprend la suite. Donc ils disent que ça élimine l'ambiguïté des problèmes. Le problème d'ambiguïté d'avoir en fait une profonde et étendue héritage. Ouais, en fait d'avoir des espèces de hiérarchie profonde. C'est-à-dire que grosso modo tu as un jeu. Le jeu, il y a un joueur. Le joueur, il a une arme, ça va tirer des balles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu te retrouves à avoir une espèce d'arborescence hyper profonde pour interagir avec les entités. Et donc le jour où tu as le jeu qui veut, le jeu a besoin de générer un événement sur les balles, et ben ça veut dire qu'il faut aller chercher dans le jeu, puis le joueur, puis le machin, puis l'arme, puis le machin, pour pouvoir interagir avec les balles. Alors qu'en fait, l'idée, c'est plutôt de dire, ok, bon, il y a plein d'entités dans le jeu qui ont été instanciées. Je veux faire quelque chose avec les entités qui peuvent faire des dégâts, toutes les entités du jeu qui peuvent faire des dégâts, et éventuellement qui ont été créées par exemple il y a quelques minutes. Enfin tu vois, il y a tout un délire comme ça, en fait tu pourrais choisir les entités, t'as une espèce de grosse collection d'entités générales, et grosso modo il faut qu'on puisse interagir avec certaines d'entre elles. Et dans ce cas-là, tout le monde pourrait interagir avec tout le monde, et donc tu as des mécaniques de gameplay. Tu pourrais mettre en place des mécaniques de gameplay où, grosso modo, si je décide... imaginons, j'ai créé ma bouteille dans le jeu, et grosso modo, quand je décapsule la bouteille, ça fait exploser ma baraque, tu vois. Tu peux te dire, dans la réalité, ça serait complètement débile, mais tu te dis, en mécanique de gameplay, si ton gameplay, tu veux kiffer ça, bah pourquoi pas, tu vois. En fait, tu pourrais faire des trucs complètement débiles, en termes de règles de gameplay, et le fait de pouvoir faire des trucs complètement débiles fait que tu as un gameplay hyper novateur qui fait que tu pourrais kiffer le jeu, en fait. Alors, on va pas le faire au niveau du robot, mais enfin là j'ai pris un cas extrême, mais moi j'aimerais bien faire un jeu plus tard qui serait un espèce de... J'en avais parlé dernièrement, mais j'aimerais bien essayer de faire un espèce de Metal Slug pété du cul. Grosso modo, un espèce de jeu d'arcade, et on pourrait créer énormément de personnages, et avec grosso modo pour bien faire rager les joueurs, du troll system, où grosso modo
Si tu es, grosso modo, si j'en sais rien, si ton personnage, en fait, t'as choisi Macron comme ton personnage de joueur et que tu tombes et que tu décides et que tu décides de j'en sais rien de tirer sur ton ennemi et ton ennemi en fait merde le groupe c'est Ultra Vomi. Et ben en fait, c'est mort, en fait, t'as perdu le jeu parce que quand Macron rencontre Ultra Vomi, il est en PLS et il a perdu quoi qu'il arrive, tu vois. Enfin, du troll system, tu vois. C'est complètement débile. Ah, je vois ce que tu me dis. Je vois ce que tu me dis, Slordef. Ouais. L'aspect hiérarchique, c'est le bordel. Donc ok, alors ça va être long parce que si on se met à se taper une discussion à chaque phrase comme ça, mais au moins ça nous ouvre les chakras. Donc je préfère perdre du temps là-dessus maintenant que de me rendre compte de mon erreur parce que en regardant ça, je me rends compte que j'ai déjà fait des erreurs en fait. Donc on va voir. Alors. Tac. Et donc oui, c'est compliqué. Si on commence à faire du couplage fort entre les entités et entre elles, on se rend compte que si demain on veut que... imaginons tu as défini que la création des armes à feu sont gérées uniquement au niveau des joueurs. Le jour où tu voudras faire des PNJ, ça veut dire qu'il va falloir faire une arborescence d'armes de PNJ ou ce genre de délire. Enfin, c'est un enfer. Je suis d'accord, Méo. Je suis d'accord, Méo, là-dessus. C'est en se rendant compte qu'on a fait de la merde qu'on apprend aussi. Après, je trouve ça bien quand même de se renseigner à minima avant. En fait, tu pourrais éviter de faire des erreurs vraiment de bas niveau, on va dire. Parce que le problème des erreurs, c'est que ça te fait perdre du temps aussi. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est pas un problème de faire des erreurs si t'as énormément de temps. La preuve, moi, c'est ce que je fais à H24, en fait. Ouais, alors moi, ce que j'ai fait, Slurdef, en fait, c'est qu'il y a une... quoi qu'il arrive, on a... où est-ce que j'ai fait ça? C'est au niveau d'Entity, on a un... Au niveau de l'infra, en fait, j'ai fait un in-memory Entity Repository, en fait. Qu'on pourrait mettre côté client et côté serveur. Mais grosso modo, c'est un référentiel. C'est un référentiel d'entités. C'est une collection d'entités. En plus, je l'ai fait en mode set pour pouvoir parser dedans de manière hyper rapide. Et grosso modo, j'ai créé des méthodes sur cette entity repository en fonction de ma clean archi, c'est-à-dire en fonction de mes besoins. C'est de la techno, c'est-à-dire que pour le moment, je dis que c'est un truc en mémoire. Si demain je veux mettre de la persistance, genre si le serveur se pète la gueule et qu'il redémarre, machin, on pourrait stocker les entités et les modifier au niveau d'une base de données, par exemple. Tu vois, ça peut être un délire. Ouais, pour le moment, je le pense pas. Hein. Pour le moment, ça va rester en mémoire parce que ce truc-là, on veut que ce soit hyper performant. Et grosso modo, quand le jeu est éteint, on s'en fout, on veut pas les conserver, en fait. Surtout que nous, ça va être pour les matchs. C'est pour notre instance de jeu, quoi. Donc pour le moment, on a, dans la logique que j'ai créée, en fait, on a récupéré une entité par son ID parce qu'on a eu une référence dans le message et on veut discuter explicitement avec cette entité uniquement. Donc tu la connais, en fait. On veut pas arroser par filtre, grosso modo. Là, on a la capacité de récupérer les entités qui ont un composant en particulier. Et donc, on doit fournir deux choses. On fournit l'entité qu'on veut, le type d'entité qu'on veut, en fait. Et on veut le composant qu'on veut. Donc, par exemple, si on veut une entité de type... j'en sais rien, arme, mais qu'on veut le composant de type énergie, tu vois... Dans ce cas-là, on n'aurait que les armes à énergie. Enfin, tu vois, ce genre de délire. Je sais pas de... Ouais, c'est ça. On veut éviter les boucles par rapport à l'ID, surtout si on veut pas choper 40 000 trucs, en fait. Quand on veut communiquer avec un truc explicitement, et ben, on le connaît.
Et aussi, on a le général, en fait, c'est Entity by Class, en fait. Et donc, en fait, c'est la... on fournit juste... là, on veut une seule entité par la classe. Donc ça, c'est un problème, on en aurait peut-être plus besoin plus tard. C'est-à-dire que là, on veut prendre juste une seule entité. Donc on prendrait la première. S'il y a plusieurs entités qui ont la même classe, en fait, on prendrait la première disponible dans la collection. Donc ça risque d'être source d'erreur, et donc on va peut-être le virer, ce truc-là, à terme. Et on a aussi l'appel classique d'ajout d'entité, en fait. L'ajout d'une entité. Et donc, potentiellement, quand on fera du life cycle, quand on voudra dire que l'entité n'existe plus, parce que j'en sais rien, le truc il a crevé, le jeu est terminé, ou ce genre de truc, il faudra qu'on fasse aussi la capacité de supprimer une entité. Et donc, ça sera sur le cycle de vie, en fait. Sur le cycle de vie, on aura le fait que l'entité soit supprimée, en fait, pour qu'on ait un bon garbage collector, en fait, pour qu'on ait une bonne utilisation de la mémoire, il faudra retirer les entités et les références de cette entité, enfin toutes les références de l'entité, en fait, il faudra la virer. Donc supprimer tous ses composants et la virer de entities, en fait. Et donc normalement, quand il y aura le garbage collector Node, enfin JavaScript, qui va tourner du moteur, ça va supprimer l'entité de la mémoire parce qu'elle sera référencée nulle part, de ce que je comprends. Mais ça, on le verra. On le verra dans le temps. Allez, on reprend un peu, on se réouvre les chakras à nouveau. Donc, les approches courantes de l'ECS sont hautement compatibles et souvent combinées à des techniques orientées data. Ok. Ouais, donc, ok. Je connais le data oriented design, je vois pas la... Ouais, c'est différent de l'orienté objet, de ce que je comprends. Ce sera intéressant de voir aussi cet aspect-là. Et de ce que je comprends, ça permet justement de gérer... ça permet d'être beaucoup plus optimal en termes de consommation de ressources. Ça m'intéresse aussi. Parce que j'ai pas envie de faire des jeux où tu te retrouves à avoir une bête... Enfin, où t'es obligé d'avoir une bête de course pour avoir un jeu fonctionnel. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur cet aspect-là, parce que... L'idée, c'est de faire attention au typage des choses et à la manière dont on veut organiser la donnée pour qu'on ait à tout moment un moyen d'accéder à la donnée de manière ultra efficace. En fait. Et donc pour éviter justement qu'on ait une consommation de CPU importante, enfin pour éviter un maximum du processing, en fait, de ce que je comprends.
Mais concrètement, faudrait voir ce qu'ils ont mis en place. Alors, d'un point de vue historique, l'ECS, par rapport à l'histoire de l'ECS. Donc, on a une équipe qui a bossé sur... oh putain, Opération Flashpoint, putain, c'est tellement vieux, ça. Enfin, c'est vieux, tout sans lettres. ça me rappelle des trucs. Moi, j'y jouais pas, mais j'avais mon frangin qui kiffait Opération Flashpoint. Ouais. Donc ça inclut les définitions des corps technologies et les concepts, en particulier l'idée des systèmes. Ah, ok, donc les systèmes comme éléments de classe primaire, les entités comme étant des ID, donc les entités ne sont que des références, des identifiants, ce sont que ça ne contient que l'identité. Et les composants, par contre, ont la donnée. Ça, c'est intéressant. Les composants ont la donnée et le code est stocké dans les systèmes et non dans les composants ou les entités. Donc là, ça, c'est un truc qu'il va falloir comprendre parce que moi, Actuellement, d'un point de vue logique, si on regarde, en fait, donc là, on a un peu de code, mais c'est surtout pour dispatcher les events, parce qu'on n'a que fait un event system. Là, le main menu, on voit que là, au niveau du create, et au niveau du game event, on voit qu'il se passe des choses, en fait. On voit que là, on a mis un peu de logique. On voit que... Si je regarde par exemple au niveau du match lobby, on avait mis un peu de trucs. Voilà, donc là, on a le game event en fait. Donc là c'est du code que je mettrais si demain... Là, actuellement, il est au niveau de l'entité parce que j'ai mis le life cycle au niveau de l'entité. Je ne devrais pas. Au niveau de l'entité, en fait, on ne devrait avoir que... Si je reprends... là, au niveau de l'entité, là, j'ai du on-game event. Et j'ai le life cycle, en fait. C'est pour ça. J'ai le life cycle, alors qu'en fait, le life cycle devrait être un composant. Et je devrais avoir que le component management, en fait. Donc, je devrais que avoir le add component, le as component éventuellement, et un retrieve component ou un truc comme ça. Je devrais avoir que ces trois-là. Le fait qu'il ait un ID, oui. Le fait qu'il soit créé, ça, je l'utilise pour mes tests. Je l'utilise pour mes tests, en fait. Donc c'est pareil, je devrais peut-être utiliser ça devrait peut-être être au niveau d'un composant, justement, vu qu'ils disent que les composants devraient avoir la donnée, justement. Donc je devrais peut-être avoir un système de création, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire appel à des composants, en fait... Faudrait que je voie comment on génère les événements dans tout ça. Est-ce que ce sont les systèmes qui génèrent les événements eux aussi? C'est ça que je trouverais rigolo. Parce qu'ils disent que le code doit se trouver dans les systèmes. Toute l'algorithmie, de ce que je comprends. Le composant ne devrait avoir que la donnée. Et donc ça voudrait dire qu'on devrait créer beaucoup plus de systèmes. Chaque système a ses logiques, on va dire. Et donc, ça serait éventuellement les systèmes qui vont générer des événements entre les systèmes. Et les systèmes n'auront que comme responsabilité au niveau des entités que de transformer des choses au niveau des composants. Et éventuellement d'instancier de nouvelles entités. Ça serait intéressant de tenter une refacto pour partir dans ce délire. Et de voir comment ça serait testable aussi. Comment faire évoluer notre test suite pour avoir le même comportement général, mais avec ce changement de design.
Ça serait intéressant. Ouais. On s'ouvre bien les chakras là. Ça me plaît. Ça me plaît. Je dis pas qu'on va y arriver, mais je trouve ça super intéressant. Alors ça s'appelle ECS en fait. Le principe architectural, Satan, c'est Entity Component System. Et en fait, j'ai fait un tuto sur un mec qui a fait un tuto ECS. Sauf que je me rends compte que le mec ne respecte pas vraiment ce qui est expliqué dans la définition de l'ECS, d'une manière générale. Et moi, je le connais pas bien non plus. Donc c'est pour ça on s'ouvre les chakras là-dessus. Et on regarde s'il faut pas redesigner notre code pour essayer de coller à cette approche, en fait. Parce que je comprends que les gens ont pensé ça. Les gens ont pensé l'ECS par rapport à des problématiques particulières dans le monde du gaming, en fait. Je sais pas si je suis clair dans mon explication, mais je me comprends. Donc, on a les entités. Donc, les entités, c'est l'entité ne doit avoir que l'identifiant et éventuellement le fait d'avoir des composants. Les composants ont de la donnée brute, donc des caractéristiques, mais par contre, ils n'ont pas de logique. Ils ne sont pas censés avoir de méthode, si je comprends bien. Ils ne sont censés avoir que des propriétés modifiables, mais pas de logique, pas de méthode où on peut transformer des choses. Et ce sont les systèmes, par contre, qui détiennent le code. Donc c'est le système qui va contenir toute la logique. Donc si on doit transformer des trucs, si on doit changer des propriétés, si on doit affecter un composant, si on doit créer une entité, c'est de la responsabilité des systèmes. Donc c'est intéressant de comprendre. Oui, on fait un jeu. On fait un jeu là en fait. On est en train de faire un jeu, mais c'est la première fois qu'on le fait. c'est la première fois que je fais un jeu vidéo, et donc je veux apprendre. Je veux apprendre comment on fait, et j'essaye de m'ouvrir aux bonnes pratiques pour partir dans la bonne voie, en fait. On n'est pas à l'abri de faire un jeu qui marche, ça serait cool. Et donc, qui dit jeu qui marche dit beaucoup de joueurs, et dit évolution en termes de gameplay. Essayer d'enrichir le gameplay au fur et à mesure, et donc on veut un jeu qui soit évolutif, bien branlé, et qui plaise, en fait, où les gens ont envie de jouer avec. Ok. Donc ça, c'est intéressant. J'aimerais bien essayer d'avoir cet aspect-là. C'est-à-dire, on va peut-être restructurer les tests qu'on a déjà en place et le code associé pour avoir, au niveau des entités, que les ID et le gestionnaire de composants, en fait. On aurait les composants qui ont de la donnée brute, donc les caractéristiques liées à ce composant. Et on aurait le code dans les systèmes. Ça serait intéressant. Ensuite, en 2015, Apple a introduit Gameplay Kit, donc un framework API pour iOS, machin, de développement de jeux qui inclut une implémentation de CS. D'accord. Ok. Oui, donc je pense qu'en fait, ils ont créé une API, enfin, ils ont créé une librairie et une API qui dit grosso modo, ajoute-moi un composant, ajoute-moi un système, ajoute-moi tel comportement sur tel système, etc., etc. Je pense. Ok. Ce qui voudrait dire que pour nous, là, pour éviter d'avoir un... Parce que nous, on a créé qu'un seul système aujourd'hui, c'est qu'on a un event
On a un event system, donc on a un gros machin énorme là. On a un gros truc. Et l'idée là, c'est de dire est-ce qu'on pourrait pas le splitter, quitte à mettre une abstraction avant pour faire le dispatcher, justement, le dispatcher de système qui va juste dire à quel système je vais envoyer un truc. Et donc derrière, enfin on aurait des sous-dispatchers en fait, si je dis pas de bêtises. Alors... Donc, Martin, c'est le premier truc. Hein, si je reprends en fait, le travail de Martin, je sais... Ah oui, c'est Martin Adams, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est Martin Adams qui a essayé de créer un... Il a sûrement créé un bouquin sur le CS. En fait, ça a été un des premiers, je pense, qui a écrit ça. Et il s'est inspiré du travail qui a été fait sur Dungeon Siege. Donc ça, c'est un vieux jeu, hein, Dungeon Siege. Les tout premiers... 2002. C'est ça. J'y ai jamais joué à celui-là, mais je sais qu'il avait une bonne réputation comme jeu. Ok. Donc, ce qu'il dit dans le détail. Donc, l'entité, c'est un objet général, donc très générique, et il a un ID. Ok. Coerce, je sais plus ce que c'est. Toujours un doute. Tac. Chaque game objet grossier comme un... Ouais. Comme un élément séparé. Oui, oui, donc l'idée c'est juste pour différencier... C'est pour différencier chaque objet, en fait. C'est pour ça qu'on crée une entité. Mais c'est juste pour lui mettre un ID, donc ok. Comme ça, si on veut faire juste quelque chose sur cet ID en particulier, on pourrait le spécifier cet ID quelque part pour le retrouver directement et éviter, donc, de parser, d'essayer de rechercher une entité par rapport à ses caractéristiques. Si on connaît directement l'entité en question, on sait... autant taper directement dessus, en fait. C'est plus facile. Ça, je comprends. Ça veut dire qu'il faudra peut-être faire évoluer le set, parce que moi, comment j'ai fait mon entity... je reprends. Hein. Comment j'ai fait mon entity repository, là, mon entity by ID, on fait quand même un for. Donc ça serait peut-être mieux de faire au lieu de faire un set, il faudrait peut-être mettre une espèce de map. Et donc, quand on ajoute l'entité, en fait, il faudrait la stocker, la collection, il faudrait la stocker par son ID. Et donc, pour récupérer l'entité par son ID, ça serait beaucoup plus efficace de taper directement dans le dictionnaire en mode clé-valeur, plutôt que de mettre un set. Parce que le set, en fait, ça devient après un itérable. Entity, là. On a les valeurs. Donc, un itérable... C'est un espèce de tableau amélioré, en fait, un set, si je dis pas de bêtises. Parce que là, quand on l'ajoute, en fait, quand on l'ajoute, il va mettre des ID à la con. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, là, pour améliorer ça, pour qu'on ait un Retrieve Entity by ID beaucoup plus efficace. Et qui nous éviterait de faire des boucles, en fait, grosso merdo. Parce que les boucles consomment de la CPU. Ok. Le composant. Donc le composant, c'est de la donnée brute sur un aspect de l'objet et comment il interagit avec le monde. Et donc, on va taguer l'entité, donc on va affecter à l'entité le composant, et donc ça va taguer, on dit que l'entité, elle est taguée avec cette particularité, avec cette composante.
Et donc en termes d'implémentation, ça utilise de la structure de données, des classes ou des tableaux. Ok. Au niveau du système, chaque système tourne continuellement. Chaque système a son propre thread. Oui, enfin grosso modo, il a son instance, quoi. Enfin, il a son instance et grosso modo, il a son... Vu qu'il est activé, grosso modo, il a une capacité d'exécuter des choses, quoi. En termes de thread. C'est comme ça que je le comprends. Et donc, il va faire des actions sur toutes les entités qui possèdent un composant qui a l'aspect identique du système. Donc ça veut dire qu'il faudrait créer un système... Ok, il faudrait créer des systèmes par composant. Des systèmes qui sont liés à un composant, et donc c'est le système qui a la logique, en fait. Je pense que je vais partir là-dedans. Ouais, attends, je vais essayer de... Après, c'est... de ce que je me dis, c'est que... En fait, j'avais fait un... En termes de testing et tout ça, en fait, j'avais fait, en termes de structure, je l'avais fait... j'ai tout mis à plat, en fait. J'ai à la fois les entités et les systèmes qui sont à plat. Et grosso modo, j'avais fait, par contre, et c'est ça peut-être mon erreur, c'est que j'ai fait un fichier de test par entité. Parce que j'ai mis de la logique dans mes entités, en fait. J'ai mis du comportement dans les entités alors que je ne devrais pas. Et donc, il faudrait peut-être que je fasse comment dire, un life cycle. Par exemple, au niveau du life cycle, là, il faudrait que je fasse un composant life cycle, comme je disais tout à l'heure, qui a la méthode create et qui doit avoir un... qui a peut-être une juste de la donnée brute de type est-ce que c'est créé, en fait, est-ce que le composant est créé. Et dans ce cas-là, après, et je fais un système lifecycle, je fais un système qui est lié au lifecycle, et donc un système qui se base juste sur le onCreate, en fait, sur l'événement onCreate, et c'est le système qui a le composant onCreate, en fait. Un truc comme ça. Hein. C'est pas encore très clair pour moi, mais... Et l'idée, c'est qu'on mette du comportement spécifique en fonction du type d'entité ou en fonction du composant, en fait. De ce que je comprends. Hein. Et donc, on n'aurait pas un fichier de test par entité, on aurait plutôt un fichier de test par système, en fait. Puisque le comportement, nous on fait du... On fait du... Comment on fait des tests basés sur le comportement, en fait. On développe à partir d'un comportement. Ça, je sais pas encore. Où est-ce que je conserve mes tests au niveau de mes entités, je sais pas encore. Mais de toute façon, le code se retrouverait... toute la logique, en fait, se retrouverait dans le système, et pas au niveau de l'entité ni du composant, en fait. Un truc comme ça. Hein. C'est pas encore clair dans ma tête, mais ça va se faire au fur et à mesure. Parce que là, en fait, on aurait par exemple un create. Si on veut faire par exemple au niveau du lifecycle, en fait, on veut diviser le lifecycle en sous-composants. On aurait du create système, du delete système, enfin du composant create, composant delete et composant update ou ce genre de truc. Et donc on aurait au niveau du système, on aurait du onCreate, enfin, un create system, un delete system ou un truc comme ça. C'est pas encore très clair. Là, il va faire un exemple, j'ai l'impression. Donc, supposons qu'on a une fonction de dessin. Donc, pour dessiner quelque chose.
on aurait un système qui va itérer sur toutes les entités qui ont un composant physique et visible, et donc qui va les dessiner, qui va faire appel à la fonction de dessin. Le composant visible va avoir de l'information sur comment l'entité doit être visible. Donc, OK. Et il va utiliser le composant physique pour savoir où elle est dessinée. Et donc, c'est le système qui détient la méthode draw, en fait. C'est lui qui draw, en fait. C'est le système qui draw. C'est pas le composant. Et moi, c'était ce que je pensais. C'était ce que je faisais à ce moment-là. Donc, je comprends qu'en fait, c'est le système qui doit draw. Ok. Un autre système, peut-être le système de collision, et donc il va itérer sur toutes les entités qui ont le physical composant, et donc vu qu'il y a un physical composant, il y a la localisation. Et donc il s'en fout si l'entité elle est dessinée ou pas. Après ça dépend des règles de gameplay. Et donc on veut vérifier que quand la roue... on veut vérifier qu'une flèche soit en collision avec un monstre et donc générer un événement quand ça arrive. Il s'en fout de savoir à quoi ressemble une flèche. Et il se fout de savoir ce qui se passe si jamais on a un autre objet qui est touché par la flèche. Parce que nous, le seul comportement qu'on a fait, c'est quand on a une collision entre un monstre et une flèche, en fait. Ok. C'est intéressant. Ouais. Ah oui, donc on aurait un composant de type health, donc santé ou vivant, par exemple, alive. Et donc, si on a quelque chose qui est alive, un composant, une caractéristique alive, ça veut dire qu'on a une donnée health ou HP, hit point ou point de structure ou ce qu'on veut. Et donc on aurait un système qui dit la gestion de la vie, quoi. La gestion de la vie. Donc les composants vont être attachés à des humains et aux monstres, par exemple, mais pas aux flèches. Ok. Et donc le système de management de la santé va souscrire à un événement. Ah oui, et donc vu qu'on a un système de gestion de collision, le système de gestion de collision pourrait envoyer des événements au gestionnaire. En fait, ouais, les événements ne sont pas générés par les entités et les composants et reçus par les entités et les composants. Les événements sont générés, ils sont publiés et reçus uniquement entre les systèmes. Et c'est les systèmes qui vont se réveiller. Et donc quand il y a un système, par exemple, qui dit il y a une collision... Il y a eu une collision entre une flèche et un ennemi, par exemple. Et bah donc on va envoyer cette information au système de vie. Et on va lui envoyer les informations nécessaires dans le message, du type entité touchée. Ouais, c'est ça. Entité touchée, l'ID. Et entité, projectile, par exemple, le projectile, c'est l'ID de la roue. Et donc, vu qu'on a les deux entités référencées, on est capable après de faire un use case au sein du système
de gestion de vie, qui va pouvoir récupérer au niveau de l'entité le composant vie et sur l'autre entité, le projectile, le composant dégâts, et donc exécuter de la logique, retirer un point de vie sur l'entité qui est vivante, en fait. Ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Le système peut aussi... Ouais, et donc, le système pourrait aussi être réveillé en mode avec une loupe, par exemple, qui dit toutes les 10 secondes, la loupe, toutes les 10 secondes, le système de loupe va générer un événement de type au système de régénération en disant c'est la régène, tu vois, c'est la régène générale. Nous, on n'aurait pas de la régène de vie, mais par exemple, on aurait peut-être de la régène de bouclier ou ce genre de choses plus tard. Et donc, il va itérer sur toutes les entités qui ont un bouclier. Ou des points de bouclier, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et régénérer. Régénérer le bouclier, en fait. En fonction des critères de régénération. Donc, par exemple, si on dit on régénère 10% du bouclier, on dit pas on régénère 30 points de bouclier, parce que tu peux avoir des petits boucliers, des gros boucliers, etc. Et donc on dit, en termes de... C'est nous qui définissons les mécaniques de gameplay, mais on va dire, le système de bouclier va va régénérer 10% toutes les 10 secondes des boucliers qui sont encore là, en fait. C'est super intéressant. C'est exactement ce qu'on fait, c'est juste qu'on met les choses au mauvais endroit. Hein. Et c'est là où on voit un peu le potentiel que ça peut avoir. En tout cas, j'aime beaucoup. Et grosso modo, en fait, nos systèmes, par rapport à l'approche de ceux qui connaissent, là, quand ils m'ont vu coder sur de la clean architecture, où en fait on a des use cases, l'exécution du use case, en fait, en fait, dans ECS, le use case, c'est le système. Faut voir ça comme ça, en fait. Tu peux exécuter plusieurs use cases différents sur un système, mais grosso modo, le système va se réveiller sur un on-event, en fait. On va rattacher l'événement on-event sur un espèce de broker, un broker d'événements, quoi, enfin un système de messaging. Et donc quand on veut envoyer un message, on va faire un dispatcher de système, et donc on va savoir, on va définir à quel système on veut envoyer un événement. Donc au niveau des messages, on va structurer les messages pour dire à quel système on veut envoyer quelque chose, ok. Et donc derrière, au niveau du système, c'est au niveau du système en fait qu'on va coder les use cases. En fait, on aura un on-event et donc on va faire après des classes privées ou alors des sous-classes de use case. Mais grosso modo, au niveau du système, on va lui dire je récupère les entités. Sur l'événement, en fait, je récupère les entités qui m'intéressent et j'exécute le use case Tartampion. Et donc, je peux faire après une sous-classe use case en utilisant un pattern stratégie, en fait. De ce que je comprends. Ou alors, je mets tout dans des classes privées au niveau du use case, pour commencer. Ça, je verrai. Mais le seul truc qu'on aurait de public au niveau d'un use case, c'est on-event, en fait. On-event, et je lui envoie je l'active, en fait, en activant cette méthode avec un message qui aura une certaine structure, et derrière, lui, il va dispatcher ça sur les use cases. C'est super intéressant. J'arrive à faire le lien entre mes différentes pratiques d'architecture que j'ai en tête. Donc c'est sympa. Ok. Donc une entité consiste uniquement à un ID et à un conteneur de composants. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va transformer ça en
en conteneur de composants avec une refacto, je pense. L'idée, c'est de ne pas avoir de méthode embarquée sur l'entité, des mécaniques de jeu au niveau de l'entité, d'accord. Le conteneur ne doit pas être physiquement rattaché avec l'entité. Ah, ça doit être, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire un stockage de composants. De ce que je comprends, ils veulent pas rattacher, on veut pas rattacher. On veut pas rattacher le composant. Enfin, merde. On veut pas rattacher les composants directement à l'entité. On veut pas que ce soit, par exemple, une propriété. Il faudrait avoir un repository de composants, mais grosso modo, la librairie de composants. Comment ? C'est pas la librairie, c'est merde. La collection, pardon. La collection de composants serait récupérable. La collection de composants d'une entité serait récupérable avec l'ID de l'entité, justement. Si, je vois comment le faire. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire un component. Il faudrait faire un interact with component. Et donc avoir un espèce de component repository. Qui va permettre de stocker tous les composants concrets, en fait. C'est vraiment intéressant. Donc c'est une pratique commune. Ah oui, donc ça voudrait dire que même l'entité n'a pas à savoir quel composant elle a. Elle aurait même pas éventuellement... elle aurait même pas... les... Il y a un truc. C'est-à-dire qu'elle aurait même pas elle-même la référence, elle aurait même pas les méthodes qui permettraient d'accéder aux composants, c'est-à-dire que ce serait uniquement les systèmes qui peuvent interagir avec les composants. L'entité ne peut pas interagir avec ses composants elle-même. Il y a un truc. Donc voilà, l'entité peut être référencée par l'identifiant au lieu d'un pointeur. Donc ça veut dire que l'entité peut être détruite sans défoncer les pointeurs. Ah, et vu que les composants, vu que le dictionnaire d'entités, le dictionnaire de composants, en fait, ils n'ont que, il n'y a pas de logique, en fait, c'est que de la donnée brute. Les entités n'ont que des ID et les composants peuvent être récupérés au travers de l'ID de l'entité et ils ont eux-mêmes juste de la donnée brute. Ça veut dire que pour sauvegarder la donnée, sauvegarder l'état ou modifier l'état, en fait, on n'a que de la donnée brute, en fait. On n'a pas les méthodes et tout le merdier. Et c'est les systèmes qui contiennent toute la logique. En fait, c'est le système qui fait le runtime, en fait. Et donc, on pourrait stocker les entités et les composants dans un système de fichiers, enfin, dans un repo, en fait. C'est purement des repos, donc
C'est que de la donnée pure. Et donc oui, vu qu'on va récupérer les composants, donc on pourrait stocker les composants dans une base de données, disque dur, tout ce que tu veux. Et donc on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de justement d'avoir ces in-memory repository. On pourrait avoir tout de stocké. Enfin, on pourrait avoir une utilisation de la mémoire intelligente. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir du, par exemple, je pourrais utiliser pour le client, en fait, je pourrais utiliser un local storage, par exemple. Je vais récupérer le state si j'ai besoin, imaginons j'ai besoin de récupérer un state stocké dans le serveur, je récupère mon state, mon save state dans le serveur, je le charge, mais je suis pas obligé de le charger en mémoire, je pourrais éventuellement le stocker en local storage dans le navigateur, s'il y a besoin. Et donc j'ai une utilisation, ou dans un cookie, ou je sais pas quoi, enfin un truc qui permet de stocker en fichier. Parce que je sais plus le local storage si c'est de la mémoire ou si c'est un fichier. Je me souviens pas. Mais on pourrait faire un truc intelligent là-dessus au niveau de la mémoire. Et donc c'est l'ECS. Enfin c'est le système. Le système lui va aller récupérer un composant dans le système de fichiers, le modifier s'il y a besoin et le restocker derrière. Et donc on aurait une utilisation de la mémoire beaucoup plus efficace. Plutôt que de tout avoir en mémoire en fait. Et donc, les entités peuvent être... on peut utiliser les ID au travers du réseau ou alors au travers du système de messaging. On n'est pas obligé d'avoir les pointeurs, en fait, vu qu'on n'est plus en mémoire. Vu qu'on n'utilise que la référence, en fait. Alors, les smart pointers, je sais pas ce que c'est... Alors, la façon normale d'envoyer de la donnée entre les systèmes, c'est de stocker de la donnée dans les composants. Par exemple, la position d'un objet peut être mise à jour régulièrement. Cette position va être utilisée par d'autres systèmes. Ok ? S'il y a beaucoup de différents événements infréquents, lot of flags will be needed. Donc il y aurait besoin de mettre plus de propriétés, j'imagine, sur plusieurs composants, je sais pas. Les systèmes vont devoir monitorer les flags après chaque itération, ce qui peut être pas efficace. Oui, d'accord. Oui, et donc la solution peut être d'utiliser le pattern observer et donc de faire du publisher, publish et subscribe. Grosso modo, c'est quand on c'est de l'événementiel, hein, grosso modo, sur événement, dans ce cas-là, on fait quelque chose. Voilà, donc tous les systèmes qui dépendent d'un événement vont se souscrire, en fait, à un type d'événement particulier. C'est l'idée. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est grosso modo, quand il va y avoir un événement d'émis, on choisit à quel système on veut... Est-ce qu'on va réveiller un ou plusieurs systèmes, en fait. C'est un peu l'idée. Et donc on peut faire un dispatch multiple. Ça, je vois. Donc on pourrait mettre par exemple des event type. Et donc quand il y a un event type, en fait, on pourrait dire que le système s'enregistre sur tel type d'événement, en fait. Un truc comme ça. Et donc on n'a pas besoin de faire du pooling, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir une espèce de boucle qui va dire bon, est-ce qu'il y a un nouveau truc, etc. C'est pas le but, en fait. Ok.
Donc, sur les systèmes d'implémentation ECS naïfs, donc on va dire primitifs, chaque système va itérer sur l'ensemble des listes des entités. Et donc, il va sélectionner les entités qui l'intéressent. Et donc, c'est ce qu'on fait, hein. Grosso modo, on fait un espèce de filtre par entité. Et donc, le coût total de l'itération sur l'ensemble des systèmes devient trop cher en termes de processing si le nombre de systèmes augmente et également sur les systèmes d'entités. Dans d'autres systèmes, dans d'autres architectures ECS, chaque composant est stocké dans une liste séparée. Et donc, peu importe le système, ouais, en fait, ouais, ok. Donc les composants sont triés par. Je vois. En fait, on aurait plusieurs types de dictionnaires. En fait, on aurait des dictionnaires de composants. Ouais, on aurait plusieurs types de dictionnaires. On aurait soit. Je vois à peu près. Parce qu'en fait, il y a des systèmes où en fait, on s'en fout de l'entité. Ce qui compte, c'est qu'on veut faire quelque chose sur l'ensemble des entités qui ont tel composant. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait faire un espèce de repo, enfin, un espèce d'une collection de composants par type, en fait. Ouais, je vois. Alors ça c'est pareil, est-ce qu'on fera tout en même temps? Je suis pas sûr, mais mais de toute façon, je pense, ça en fait, je le trouve très bien foutu en fait, c'est un article, hein, c'est un article hein, dans Wikipédia, ouais. Je le trouve super, super bien foutu, et donc c'est le genre de truc que je relirai bien dans le temps pour voir si on a bien la bonne pratique telle qu'exprimée, en fait. Alors, donc, l'architecture ECS gère les dépendances dans une façon extrêmement simple et sûre. Vu que les composants ne sont que des jeux de données, ils n'ont pas de dépendance. Donc ça, nous, c'est l'erreur qu'on fait. Chaque système va typiquement enregistrer les composants qu'une entité doit avoir. Et donc, c'est le système qui va interagir avec ce composant. Donc, par exemple, le système de rendering va enregistrer modèle, transform et drawable component. Il va checker chaque entité pour qui ont ces composants-là. Et si une entité a tous ses composants, donc modèle plus transform plus drawable, le système va faire de la logique sur cette entité. Sur l'entité en question. Sinon, l'entité est mise de côté. Et il n'y a pas besoin justement de faire un système de dépendance. Ok. Par contre, ça peut être une place pour des bugs, parce que... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on va interagir sur plein de composants, les conséquences en fait peuvent être inattendues.
Mais ça, nous, au niveau des tests, on va pouvoir le vérifier. C'est-à-dire que quand quelqu'un va nous dire, ouais, là, il y a un comportement chelou, quand je fais ci, ça fait ça, nous, on pourrait rejouer ce genre de comportement. On pourrait même loguer éventuellement qu'il y a eu tel ou tel événement dans le système pour pouvoir le rejouer et vérifier les états attendus et donc mettre en place de la logique, une évolution dans le gameplay pour ne plus avoir de règles de gameplay qui ne conviennent pas, en fait. Ça serait un peu l'idée. Le CS doit être utilisé quand des données non couplées doivent être associées à un état de la vie donnée, quoi. Enfin, dans le cycle de vie, en fait. Donc l'architecture CS utilise la composition plutôt que l'héritage. Donc une entity va être créée avec un ID et une liste de composants qui lui sont attachés. Tous les types d'objets peuvent être créés en ajoutant le composant à l'entité, ok. Ça peut autoriser donc le développeur à ajouter des fonctionnalités à un type d'objet. Ouais, ça permet d'ajouter des fonctionnalités sur plusieurs types d'objets sans avoir de problème de dépendance. Donc, par exemple, le joueur peut avoir un composant de belette et donc on aurait un système de gestionnaire de balles. D'accord ? Et donc on pourrait donc donner aux joueurs la capacité de faire des dommages. Ok. Le GDC, je sais pas ce que c'est le GDC, le 5, c'est quoi? Le GDC. Ça doit être Game Development Convention ou un truc comme ça. GDC. Game. Game Developer Conference, ok. Donc, Scott Bilas compare un objet, un système d'objets C++ et son nouveau système de composants custom, enfin son système de composants custom. Ah, donc j'ai l'impression... Oui, en fait, c'est le C++ Object System, c'est quelque chose qui est utilisé dans l'ingénierie ici. Hein. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc là, le fait d'avoir toute la logique dans les systèmes, c'est un parti pris, de ce que je comprends.
Ok, donc de ce que je comprends, donc le CS, c'est un mélange de réflexion personnelle sur des pratiques qui sont déjà en place, en fait. Oui. Bah, on le ressent quand même. Hein. On sent bien que ça n'a pas été sorti du chapeau quand même. Les composants sont juste... Ouais. Any complete component object system can be expressed with template and empathy model. Ouais. Ok. Ok. Bon, à la fin c'est un peu... ouais. Disons que ce qui m'a bien fait kiffer là, c'est toute cette partie là en fait. Même ça. En fait, le dernier paragraphe est pas ouf en fait. Oui, je peux comprendre. Enfin, ils essaient d'expliquer un peu l'origine, la philosophie du truc, mais bon, ouais. Ok. Donc, si on essaye de s'appliquer, là, ça fait combien de temps là? Ça fait 1h30 que je développe. Qu'on est en train de faire le point. On peut peut-être se faire une toute petite pause. Je vais me faire ouais. Enfin non, je vais même pas faire de pause, mais je vais couper la vidéo en fait. Je fais une pause vidéo pour la VOD. Bisous YouTube.